Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du cinéma africain. À cause de la colonisation, le cinéma africain a réellement commencé à se développer à partir des années 50 et 60. Comme je vous ai dit, le cinéma africain a commencé à se développer à partir des années 50 et 60, mais sa présence en Afrique existait déjà bel avant. Par exemple, en Égypte, en Tunisie ou encore en Afrique du Sud, sa présence existe depuis les années 20. En 1937, par exemple, les Italiens ont construit un cinéma en Érythrée. Le cinéma s'appelait Impero. D'ailleurs, beaucoup de films que vous avez regardés, que vous avez adorés, ont été influencés directement par le cinéma africain. Un prince à New York, Black Panther, Ben-Hur, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Et il y en a plein d'autres que je n'ai pas cités. Et si justement le cinéma africain a commencé à se développer, c'est grâce à certains pays. Donc, nous allons tout de suite voir ces pays. Comment ne pas commencer par le Nigeria, le pays de Nollywood? Et je ne sais pas si vous avez capté les jeux de mots. En fait, Nollywood, c'est pour copier un peu le Hollywood, mais en mettant les N. Les N veut tout simplement dire Nigeria, Nollywood. Les Indiens ont fait la même chose avec Bollywood. Le B signifie Bombay, une très grande ville en Inde. Bombay, c'est la ville du cinéma en Inde. D'où le Bollywood. Comme pratiquement tous les autres pays qu'on va voir ici, le cinéma nigérian a commencé à se développer aussi à partir des années 50 et 60, après la décolonisation. Mais le cinéma nigérian va connaître son apogée, son âge d'or. En tout cas, le moment où le cinéma nigérian va écraser toute l'Afrique, il faut le dire, il faut être honnête, c'est à partir des années 90 et 2000. Entre les deux, 90 et 2000. Le cinéma nigérian est séparé en deux parties. La première partie, on a des films qu'on appelle le saga royal. C'est des films qui parlent des princes, des rois, des histoires de dieux. En tout cas, ça se passe dans un village. On voit dans l'air tenue, les endroits. Voilà, c'est au village. Et le deuxième type de films, ce sont des films qui se passent en ville, avec des histoires des villes. Voilà, l'amour, le crime, et j'en passe. Il faut savoir que l'industrie du cinéma nigérian génère des milliards de dollars, tellement ça marche bien encore jusqu'à aujourd'hui. Ils sont à l'origine des films à succès comme Ange Gardien, comme Les Clubs des milliardaires ou encore Aki na Ukwa. Ces films est encore disponible sur YouTube et il a 53 millions de vues. Le film est sorti dans les années 2000 et aujourd'hui nous sommes en 2024. Il a 53 millions de vues. C'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte du succès du cinéma nigérian dans le monde. Et une autre particularité du cinéma nigérian, c'est aussi leur musique. Chaque film a sa musique. Et c'est le genre de musique qui te revient en tête. Ça ne s'arrête jamais. Quand tu vois ces films ou quand tu penses à ces films, tu penses directement à cette musique. Et voici quelques exemples. Et justement, dans les années 90 et 2000 encore, les Nigérians étaient un moment les deuxièmes plus grands producteurs de films. C'est incroyable, c'est juste historique. Ils ont même une cérémonie qu'on appelle les Ama Awards, considérés comme les Oscars d'Afrique. Voilà, juste pour vous dire qu'à quel point les mecs, voilà, ils n'ont pas le temps. Vous pouvez même trouver certains films nigérians sur Netflix, comme Lionheart, avec Geneviève, une très grande actrice. Celle-là, je l'aime tellement. Vous pouvez aussi trouver sur Netflix Aki Onpapao.
avec ces deux-là, on est obligé de rire. J'ai grandi avec eux en fait. J'étais petit et autour de moi, les familles se réunissaient pour regarder ces deux-là. Donc, c'est pour vous dire juste que les cinémas nigérians a vraiment eu du succès. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Pour la petite anecdote, cette dame s'appelle Patricia Ozokior. Elle jouait tellement bien le rôle de la méchante que la population commençait vraiment à la détester. Mais les plus intelligents savaient que c'était juste un rôle. À l'image d'une nouvelle génération qui arrive très fort aussi avec Stan Zé et sa madame. Voilà, c'est la nouvelle génération Nollywood et ça tape déjà fort. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir des acteurs ou actrices nigérians dans des films des Américains, que ce soit avec Hollywood ou tout simplement des films afro-américains et indépendants. Le Burkina Faso. Comme tous les autres pays, de toute façon, cette phrase, hein, vous allez l'attendre jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, habitue-toi, habituez-vous tout de suite. Oui! Oui! Le cinéma burkinabé a commencé à se développer après la décolonisation, c'est-à-dire à partir des années 50 et, merci pour la réponse, 60. La culture du cinéma est très développée au Burkina Faso. C'est peut-être les pays africains où la culture du cinéma est aussi développée, en tout cas les plus développés. Juste pour vous donner un exemple, ils ont là-bas ce qu'on appelle le FESPACO. C'est le plus grand festival du cinéma africain. Rien que ça. Et le Burkina Faso a déjà eu des génies du cinéma comme Gaston Kaboré, Idrissa Ouedraogo. Ouais, j'ai l'impression que tous les Burkinabés s'appellent Ouedraogo, c'est incroyable. Et la très grande Fanta Régine Nacro. Les Burkinabés ont même des films connus mondialement et en plus de ça, récompensés. Des films comme Sira ou Walaï, ce sont des films récompensés et reconnus mondialement. D'ailleurs, ma série africaine préférée vient de chez eux, les Bobo Diouf. Voilà, j'ai grandi avec cette série. Je regarde encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et je ne suis pas le seul. On est beaucoup à avoir le Bobo Diouf comme série préférée. C'est quoi? C'est quand est-ce qu'on mange? Hé, toi là, tu commences à me fatiguer maintenant. Hein. Et? Toutes les 5 minutes, il faut que tu demandes quand est-ce qu'on mange ou bien qu'est-ce qu'on mange. Tu commences à me fatiguer. Hein. Non, parce que j'ai trop faim. Et petite confidence, ça reste entre nous. J'étais amoureux de Fatih quand j'étais petit. Mais ça reste entre nous, hein. Faut pas aller dire ça à tout le monde. Sinon... Jamais, 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 jamais. Le cinéma égyptien fait sans doute partie des plus anciens en Afrique. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les Égyptiens produisaient déjà leurs films. Et ils avaient déjà plus de 80 salles de cinéma à l'époque, ce qui est énorme, vraiment énorme. Mais le problème est que, vous avez tout de suite deviné, ces cinémas n'appartenaient pas vraiment au peuple égyptien. Ça appartenait aux Européens. Mais après la révolution égyptienne en 1952, les cinémas qui devraient interdire la critique envers l'impérialisme a été jeté à côté. Et c'est comme ça que le cinéma égyptien a réellement commencé à se développer aussi. Et c'est comme ça que des films patriotiques égyptiens vont avoir du succès et vont commencer à émerger en Égypte. Et on aura une génération de acteurs et actrices charismatiques égyptiens qui ont marqué l'histoire du cinéma de leur pays, comme Souad Hosni, Omar Sharif et bien sûr les grands scénaristes et réalisateurs Youssef Chahine. Le cinéma égyptien se différencie par son réalisme et sa diversité niveau sujet. Ça peut parler d'amour, des guerres, de l'humour. On y trouve de tout. Toutes sortes de sujets en fait. Mais comment parler du cinéma égyptien sans parler de M. Naguib Mahfouz? Ce n'est pas un acteur de base, ni un scénariste, ni un réalisateur. C'est un romancier. Il écrit des livres. Et parmi ces histoires dans ces livres, 17 ont été adaptés dans le cinéma. C'est énorme. Tu imagines, tu écris des livres et 17 de tes livres sont adaptés au cinéma. C'est incroyable. Cet homme a clairement marqué le cinéma de son pays.
Le cinéma égyptien n'est pas forcément le cinéma le plus regardé au monde, mais son influence reste présente. D'ailleurs, je vous conseille un film égyptien que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, Femme du Caire. Voilà. Si vous avez l'occasion de les regarder, n'hésitez pas. Et tout de suite, je vais vous mettre un extrait de Omar Sharif, un acteur égyptien, en train de jouer avec un des plus grands acteurs français de l'histoire. C'est juste pour vous montrer la puissance du cinéma égyptien à l'époque. Un steak frites, c'est le meilleur moyen de vous faire repérer. Voilà. Comme d'habitude, pour deux. Le cinéma congolais, lui aussi, bon là franchement, tu peux carrément répéter la phrase avec moi. Le cinéma congolais a lui aussi commencé à se développer entre les années 50 et... Très bien, bravo, serre-moi la main. Car avant la révolution congolaise en 1960, les habitants du Congo n'avaient même pas le droit de regarder les cinémas. Pourquoi? Parce que les Belges estimaient qu'ils n'étaient pas assez intelligents pour faire la différence entre la réalité et la fiction. Je ne suis pas en train de blaguer, c'est vraiment vrai. Et Nzambé, ils étaient complètement fous. Complètement fous. Et c'est seulement après l'indépendance congolaise que le cinéma congolais a commencé vraiment à se développer. Et comment parler du cinéma congolais sans parler de ces messieurs? Mwenze Ngangura, le plus grand réalisateur que le Congo a connu. Il est à l'origine des films connus de façon continentale comme La vie est belle, qu'il a coécrit avec Benoît Lamy. Bibi, oh la vie est belle. Yabalaka bibi, oh la vie est belle. Aloba emoro pimba, oh la vie est belle. L'amoroso, oh la vie est belle. L'amoroso, oh la vie est belle. Travaillez, prenez de la peine, oh. C'est le vent qui m'a télémoin. Nabeta libanga, portez ma soua ma solo. Namoto kinaya, ne aussi li futa, oh. Yeah, yeah, oh, 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 oh la vie est belle. Et ces films, La vie est belle, avec l'excellent Papa Wemba, est disponible sur YouTube et ça touche déjà 1 million de vues. Les films datent des années 90 et ça a 1 million de vues aujourd'hui. C'est le genre de choses qui me dépassent. Et en 1998, Mwenze Ngangura va encore réaliser un film qui s'appelle Les habits du gouverneur. Et ce film est spécial pour des Congolais. Tout simplement parce que, premièrement, c'est un bon film. Deuxièmement, il a été récompensé par les plus grands festivals africains, les FESPACO. Mais aussi tout simplement parce qu'on va y trouver toutes les grandes stars du Congo à cette époque-là. La chanteuse chrétienne Marie Missamou, Félix Wazekwa, Emenea, Bébé Chanda, Madilou, Papa Wemba. Personne n'osait avouer qu'il n'y avait pas de tissu. Félix ne tenait pas à passer pour un chef incompétent. Il convainc que l'habit était extraordinairement beau et que nul ne surpassait ses tisserands en adresse. Et ce même réalisateur, M. Mwenze Ngangura, va réaliser aussi en 2009 un documentaire à succès, un très bon documentaire qui va intituler « Tu n'as rien vu à Kinshasa ». Et en parlant de documentaire, vous ne le savez peut-être pas, mais les Congolais sont des spécialistes en documentaire. Ils sont vraiment chauds dans ça. Il y a vraiment pas mal de documentaires congolais qui sont connus mondialement et qui ont été récompensés de façon internationale. Par exemple, le documentaire qui s'intitule « Un rêve d'indépendance » de Monique Mbeka. C'est un très bon documentaire qui a été récompensé aussi. Nous devons quand même nous réunir, l'oncle, parce que le temps passe. Ça fait plus de 13 ans que le grand frère est mort. On n'a rien fait. Effectivement, ça m'a tiqué l'idée. En 2010, il y a eu aussi un très bon documentaire congolais qui s'appelait Congo en 4 actes. Ces documentaires dénonçaient tout simplement toutes les choses qui n'allaient pas au Congo, que ça soit médical, politique,
ou autres. Le documentaire a été réalisé par Dieudonné Amadi, Patrick Kalala et d'autres réalisateurs encore. Mais le cinéma congolais a encore une autre particularité. En fait, au Congo, ils ont ce qu'on appelle les théâtres congolais. C'est en fait des séries de longs métrages qui peuvent être à la fois comiques, dramatiques. En tout cas, ces théâtres-là ont un très grand succès d'un point de vue national. On arrête avec cette histoire, c'est tout ce que je vous demande. Je ne vais pas arrêter parce que moi je suis... Écoute, reste là. Tu restes là. Non. Tu restes là. Tu pars nulle part. Je suis venu à Kinshasa pour ça et puis on va aller jusqu'à la fin. Ok? Comme ça, je suis la femme d'autre. Ça m'est égal. Même si certains groupes de théâtre ont compris qu'il fallait mieux parler en français, en tout cas mettre au moins des sous-titres en français, mais malheureusement la plupart de ces théâtres-là sont en lingala. Donc ça n'attire pas vraiment le monde. Mais les Congolais, ils sont accros. Hein. C'est plutôt dommage parce que dans le monde, il n'y a que 20 millions de personnes qui parlent lingala, alors qu'il y en a plus de 300 millions qui parlent le français. Voilà la raison pour laquelle certains groupes ont compris et voilà. Ils peuvent parler en lingala, mais les sous-titres sont en français. Il y en a carrément, ils parlent directement en français parce que, bizarrement, de façon paradoxale, le Congo est le deuxième pays le plus francophone du monde. Donc, je pense qu'il faudrait revoir la direction artistique et commencer à parler en français, ou en tout cas, sous-titrer en français. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde. Parce que, étant congolais moi-même, et en ayant regardé plusieurs de ces théâtres, je peux vous promettre que si les Congolais faisaient vraiment un effort de vouloir partager, publier ces théâtres-là en français, en tout cas parler en lingala mais sous-titrés en français, je crois sincèrement qu'ils pourraient clairement concurrencer les plus grands comme les cinémas nigériens. Je vais par exemple vous mettre un extrait d'un des théâtres le plus connu au Congo. En tout cas, selon moi, c'est les meilleurs des théâtres. L'acteur joue tellement bien son rôle que l'autre acteur se met à rigoler pour de vrai. Et je pense que n'importe qui aurait rigolé. Chaba. Et là encore, je vais vous mettre un autre extrait du théâtre congolais et vous allez voir l'intensité des émotions, l'intensité des personnages. Vous allez vous rendre compte que ce que j'ai dit est vrai. Si le cinéma congolais est traduit en français ou joué en français, ça va faire mal. Prophète Massas. Oh my God. Seigneur. D'ailleurs, avant de couper les chapitres sur les cinémas congolais, je vous conseille d'aller voir un film congolais que je viens de découvrir il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Félicité. Et ce film a été nominé aux Oscars. C'est pour vous dire à quel point c'est un chef-d'œuvre. L'histoire de ce film est très simple. C'est une femme qui chante, elle s'appelle Félicité. Elle a un fils qui a 16 ans, mais elle n'a pas encore percé. Elle essaie de s'en sortir. Et ce fils aura un accident de moto. Les problèmes vont commencer. Ce film réalisé par Alain Gomis, un réalisateur sénégalais, va montrer toutes les choses qui ne vont pas au Congo. Que ce soit encore une fois médical, politique et autres. Je vous mets un petit extrait. En tout cas, j'ai dit un grand bravo à cette actrice, Véro Chanda. Elle nous a livré une performance digne des Oscars. Le cinéma algérien fait partie du cercle très fermé des 3 seuls pays africains ayant eu des Oscars, avec la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud.
Mais encore une fois, comme tu l'as compris, le cinéma algérien a réellement commencé à se développer entre les années 50 et... Très bien. Enfin, voilà, ça rentre enfin. Même si les cinémas algériens existaient aussi avant, mais ça appartenait pas au peuple algérien, ça appartenait aux Français. Donc, entre 1830 et 1962, c'est-à-dire la date à laquelle l'Algérie s'est révoltée, le cinéma algérien était là pour justifier les atrocités que les Français faisaient là-bas. Et ce cinéma renvoyait une image péjorative des Algériens auprès du monde. Et c'est durant cette période discriminatoire qu'on avait des films avec des titres du style « Les drôles de musulmans » 1897, « Ali boit de l'huile » en 1907. Non mais... Gênant. Vous vous doutez bien que dans une telle ambiance, l'Algérie ne pouvait pas trop développer réellement son cinéma. Et ça va changer après la révolution algérienne. Le cinéma algérien va réellement commencer. Et en réalité, il va commencer un peu plus tôt, dans les années 50. Un réalisateur français, sauf que lui, il était contre l'impérialisme français en Algérie. René Vauthier va aller voir une partie politique algérienne qui était contre l'impérialisme français et il va leur dire, mais les gars, et si on faisait un film pour montrer les atrocités que les Français vous ont fait? Ils se sont dit, jackpot, c'est ce qu'on va faire. Et c'est comme ça qu'on aura droit à des films comme Les fusils de la liberté en 1961 ou encore Notre Algérie, toujours en 1961. D'ailleurs, certaines personnes pensent que ces genres de films ont aussi emmené l'Algérie à se révolter. Parce que quand les gens ont vu ces films, ils se sont dit, c'est chaud les gars, il faut qu'on fasse quelque chose. Les pouvoirs du cinéma. Et le cinéma algérien va faire naître aussi quelques génies. Comme Mohamed Lagdar Amina, nous avons ensuite Théophik Djalab ou encore le grand monsieur Malek Ben Smaïl. Et je m'excuse d'avance si j'ai écorché les noms. Ah là là. Le cinéma algérien est toujours salué par la critique, à l'image du film Papicha sorti en 2019. Voilà, je vous laisse aller voir les films, ça a été récompensé partout dans le monde. Un très bon film. Je vous mets un extrait. Tu veux prendre une balle, c'est ça? La classe, il y a le Papicha. En Afrique, le cinéma sénégalais fait partie des plus récompensés et aussi des plus anciens. Et comme les autres pays que je viens de citer ici, le cinéma sénégalais, lui aussi, n'a pas échappé à la règle du 50-60. Il a aussi commencé à se développer à partir des années 50 et 60. Car oui, encore une fois, son cinéma d'avant ne lui appartenait pas réellement. Donc c'est aussi à partir des années 60 que le cinéma sénégalais a vraiment commencé à conquérir le monde. Le Sénégal fait même partie des rares pays africains à avoir plusieurs festivals de films, comme FIFQ, ce qui veut dire Festival International de Films des Quartiers. Dès 1955, Paul Soumanou, un réalisateur sénégalais et aussi béninois, va réaliser un documentaire. Ce documentaire s'appelle Afrique sur scène. Là où les choses sont vraiment intéressantes est que il a été réalisé en France par un groupe de réalisateurs sénégalais, dont ce monsieur. Et c'est ça qui est spécial en fait. Encore aujourd'hui, le cinéma sénégalais cartonne, à l'image des séries sénégalaises que vous pouvez trouver sur YouTube. Moi, ma soeur, elle adore ça. Et je connais plein d'autres potes qui adorent des séries sénégalaises. Ils peuvent y passer la journée à regarder des séries sénégalaises. Pendant que vous regardez Game of Thrones, tout ce que vous voulez, eux, ils regardent des séries sénégalaises. Il y a une série sénégalaise qui s'appelle Le Karma. Je pense que elle, c'est la référence de séries sénégalaises sur YouTube. Hein. Ça fait des millions de vues, des milliers d'abonnés dans le monde. C'est incroyable. Lamine, est-ce que vous avez couché ensemble? Maï, c'est à toi de me regarder droit dans les yeux.
les séries sénégalaises sont majoritairement jouées en Wolof, même si c'est traduit en français. Mais ça a tellement pris, ça a tellement du succès que on commence à avoir des versions françaises. Voilà. D'ailleurs, un des plus grands acteurs français est d'origine sénégalaise. Je vous parle bien évidemment de monsieur Omar Sy. D'ailleurs, récemment, il a participé à un film qui s'appelle Tirailleurs. Ce film rend hommage aux tirailleurs sénégalais, mais de façon différente et artistique. Malgré tout ce que je viens de vous dire sur les cinémas africains, il faut savoir que le cinéma africain souffre de beaucoup de manques de reconnaissance dans le monde. Le cinéma africain est très peu récompensé dans le monde. Je vous ai parlé tout à l'heure des 3 films africains qui ont gagné un Oscar. Un film algérien, un autre sud-africain, un autre ivoirien. Et dans ces 3 films, il y en a 2 qui sont réalisés, joués par des Européens, comme par hasard. Et la dernière fois qu'un film africain a gagné aux Oscars, c'était en 2006. 2006. Ça va bientôt faire 2 décennies, c'est-à-dire 20 ans, que le cinéma africain n'a pas gagné des Oscars. La plus grande cérémonie des cinémas au monde, avec tous les chefs-d'œuvre qu'il y a eu. C'est bizarre. En tout cas, si vous voulez les noms de ces 3 films qui ont gagné des Oscars, il y a Z, c'est les films algériens, c'est sorti en 1969. Tsotsi, c'est les films sud-africains sortis en 2006. On a ensuite les films ivoiriens, La Victoire en chantant en 1977. Non mais regardez cette affiche. Film ivoirien. Est-ce que cette affiche a vraiment l'air d'un film ivoirien? En tout cas, j'arrive à la fin de ma vidéo. Bon, j'aurais pu parler des autres pays, comme Maroc. D'ailleurs, en parlant du Maroc, vous avez regardé beaucoup de grands films. Vous ne les savez peut-être pas, mais ça a été tourné en grande partie au Maroc. Le cinéma marocain a aussi son importance. J'aurais pu aussi parler du cinéma sud-africain. D'ailleurs, en parlant du cinéma sud-africain, il y avait une série en 2020 qui s'appelait Queen Sono. Une très belle série. Ça fait bientôt 5 ans, on attend la saison 2. C'était sur Netflix, on attend. Bon, on attend. Pour résumer cette vidéo, je dirais que le cinéma a été inventé par les Européens. Il a été développé par les Américains. Mais son futur se trouve en Afrique. Merci à tous. Passez une bonne nuit, une bonne journée. Ça dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Ciao.